On appelle maintenant l'orateur Merci. suivant, Alexis Delobo de Croix, ou c'est ça, Croix? Faut vous expliquer où. Ah Double oui. résidence. Croix, ça veut dire quoi? Croix Saint-Simon? C'est C'est dans le ça. nord de la France. Quand? C'est dans le nord de la France, Très à bien, côté de bravo. Lille. The Bon- Sculptor, un instrument chirurgical ergonomique conçu pour transformer la pratique de la liposculpture haute définition. Bonjour à tous, Vous avez un chers quart d'heure. professeurs, chers collègues. C'est un immense honneur pour moi de présenter ici devant vous, dans ce lieu chargé d'histoire, le Sculptor, le fruit de 2 années de recherche et de travail qui est aujourd'hui utilisé dans le monde entier par des chirurgiens plasticiens pour la liposculpture haute définition. Alors, je suis chirurgien plasticien à Paris. Voici mes conflits d'intérêts. Je suis fondateur de la Body Contouring Academy, qui est la première académie de chirurgie de la silhouette internationale et qui est à l'heure actuelle responsable de la formation d'à peu près 1000 chirurgiens plasticiens dans le monde entier sur les techniques avancées de body contouring. J'ai l'honneur aussi d'être le cofondateur de Ripscart Ex Paris, qui est la première formation en Europe sur le remodelage costal sans cicatrice. Et je suis également le créateur du Sculptor. Alors pour reposer un petit peu le contexte, la chirurgie de lipoaspiration, c'est une des chirurgies les plus pratiquées au monde, comme on le voit sur les statistiques de l'ISAPS, qui est la Société internationale de chirurgie esthétique, qui fait des statistiques chaque année sur le nombre de chirurgies réalisées dans le monde. Donc chez la femme, c'est la première chirurgie réalisée, et chez l'homme, c'est quand même la quatrième. Les réseaux sociaux ont fortement impacté le choix des chirurgiens par les patients, parce qu'ils ont maintenant accès avec leur téléphone mobile aux résultats des chirurgiens du monde entier. Et les hommes ont de plus en plus recours à la chirurgie esthétique. Si on regarde cette étude faite chez les adolescents, on voit qu'à peu près 18% des jeunes adolescents sont insatisfaits de leur image corporelle. Et quand il s'agit des jeunes adolescentes, on est à 90%. Mais très peu d'entre eux acceptent de sacrifier une année au plus pour aller à la salle de sport et cultiver un petit peu leur corps. Et la France, qui est un pays quand même assez conservateur en chirurgie de la silhouette, fait même maintenant des TV shows sur la chirurgie de la silhouette chez les hommes. Alors il y a beaucoup de techniques, beaucoup de technologies, et la route est longue. La courbe d'apprentissage est longue pour maîtriser à la fois les techniques dont on dispose et les technologies qui sont nombreuses. Alors pour démarrer un petit peu cette histoire qui est un petit peu aussi mon histoire, je vais vous expliquer comment j'en suis venu à imaginer cet instrument. Parce que je pense qu'en regardant dans le passé, on peut parfois connecter les choses, connecter les faits, connecter les histoires et se rendre compte de pourquoi on en est arrivé là. Alors l'enfant que vous voyez ici avec un masque en silicone sur le visage, c'est moi à l'âge de 4-5 ans, parce que j'avais pour habitude de passer beaucoup de temps dans l'atelier de mon père qui est sculpteur céramiste dans le nord de la France et qui a d'ailleurs fait une exposition sur les gueules cassées l'année dernière qui a fait beaucoup parler d'elle. Et on avait la chance d'avoir dans la cave de la maison des statues, des sculptures, des œuvres d'art. Et pour aller à l'école le matin, je devais traverser cette cave avant de me rendre à l'école. Et puis je voyais mon père travailler sur ses sculptures, sur ses statues, sur ses œuvres d'art. Et quelque part, ça a nourri un petit peu ma sensibilité artistique. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui devant vous. Ces jeux d'ombre, ces jeux de lumière, ces formes, ces couleurs, ces expressions aussi qu'on retrouve dans ce que j'ai pu connaître pendant mon enfance, sont en grande partie responsables de cet amour que j'ai pour l'anatomie de surface. C'est une chose qu'on n'apprend pas beaucoup en chirurgie esthétique, mais c'est une chose qui est indispensable à connaître lorsqu'on souhaite se lancer dans la liposculpture, à savoir la création de ces jeux d'ombre et de lumière pour mettre en évidence ces groupes musculaires, tout en respectant bien sûr les contours, les proportions et les idéaux esthétiques des cultures dans lesquelles on se trouve. Alors les techniques, on connaît tous du Jarrier qui a été le premier à essayer de faire une lipectomie chez une danseuse de l'Opéra de Paris qui malheureusement s'est soldée par une gangrène et puis une amputation. Puis ensuite il y a eu Fischer aux États-Unis, il y a eu Yves Gérard Rilouz, qui est le plus cité en chirurgie esthétique dans le monde entier, qui a créé les premières canules de lipoaspiration il y a déjà 50 ans, qui sont les mêmes canules que l'on utilise aujourd'hui. Et puis ensuite on a eu Carlson Lewis aux États-Unis qui nous a parlé des erreurs qu'on commettait à l'époque. Dans les années 80 déjà, on savait que passer la canule de lipoaspiration dans les plans superficiels était responsable d'irrégularités, de déformations et d'asymétrie. Et puis en 93, on a Henry Mens qui a utilisé ces désavantages et ces inconvénients de la lipoaspiration superficielle pour créer ce qu'on appelle l'abdominal etching. Donc c'est le passage superficiel de la canule. À l'époque, il le faisait que chez les bodybuilders américains et ça permettait de
faire ressortir un petit peu les abdos en passant superficiellement et en enlevant les couches de graisse superficielles. Et puis en 2003, on a eu l'unificateur de la technique, qui est le docteur Alfredo Hoyos, qui a créé ce qu'on appelle la liposculpture haute définition et qui est une forme de remodelage corporel total où on utilise les mêmes techniques que Carlson Lewis et qu'Henry Maines, mais sur le corps entier. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas un changement de paradigme. On veut être jeune, en bonne santé, on veut vivre longtemps, on parle beaucoup de longévité en médecine. Est-ce que c'est pas devenu un nouveau standard de beauté? Et ce qu'on fait avec la liposculpture, c'est on va pas se contenter d'enlever des morceaux de gras par-ci par-là, on va respecter l'anatomie naturelle et on va la révéler, notamment par les injections de graisse intramusculaires sous échographie, qui ont démarré en 2018. Alors les techniques qu'utilise Alfredo Hoyos sont des techniques manuelles. On voit qu'on utilise le bord ulnaire de la main non dominante pour venir creuser ces sillons, pour créer ces zones d'ombre. Malheureusement, ça peut traumatiser un peu la main de l'opérateur et c'est un petit peu inconstant parce que, comme vous le savez, le bord ulnaire de la main n'est pas régulier. Alors, je me suis posé la question de savoir comment on pouvait optimiser cette technique, puis je me suis rappelé des instruments qu'utilisait mon père dans son atelier de potier, à savoir les esthèques, donc ces instruments en bois qui permettent de sculpter la terre et de venir créer ces dépressions, créer ces zones d'ombre, créer ces zones de relief. Et je me suis dit que peut-être en liposculpture, on aurait besoin d'un instrument et non pas seulement du bord ulnaire de la main non dominante. Alors après 2 ans d'échecs, parce que j'ai beaucoup échoué dans cette belle aventure, parce que c'était assez difficile de trouver le rayon de courbure idéal pour que la canule de lipoaspiration glisse sous l'instrument et ne vienne pas taper contre la peau du patient. Et puis, il fallait aussi trouver quelque chose qui soit facilement utilisable par les chirurgiens, qui convienne à peu près à toutes les mains, qui soit ergonomique, qui soit restérilisable, réutilisable, parce que les chirurgiens n'aiment pas dépenser beaucoup d'argent pour leurs instruments et les hôpitaux encore moins. Alors, ça a fait l'objet d'une première publication française il y a 2, 3 ans maintenant. Et puis, ça a été accepté par le PRS, qui est le plus important journal en chirurgie esthétique à l'international, en juillet de cette année. Do you want to achieve mind-blowing results? The sculptor is a device that allows surgeons to sculpt the body. Donc on va vous faire passer le sculptor, comme ça vous pourrez l'avoir entre les mains, parce que les chirurgiens aiment bien sentir l'instrument, ils aiment bien le sous-peser, ils aiment bien l'utiliser, donc on va vous le faire passer un par un. Et vous allez voir sur la vidéo la façon qu'on a de l'utiliser au bloc opératoire. Donc la première version était en biopolymère, en résine, mais ça tolérait mal les chocs en stérilisation. Et puis j'ai fait des versions en alliage d'aluminium et de fibre de verre, en alliage d'aluminium et de fibre de nylon. Et finalement, j'ai opté pour l'acier inoxydable, qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus facile, beaucoup plus consistant. Et en stérilisation, ça permet d'avoir une garantie à vie. Donc on l'utilise chez l'homme et chez la femme. Je vais vous montrer un petit peu de quelle façon ensuite pour aider à tracer la linéa alba, qui est la ligne au niveau des grands droits, les lignes semi-lunaires. On peut l'utiliser aussi pour les érecteurs du rachis, pour le sillon interpectoral et également pour tous les métamères du grand droit de l'abdomen. Donc ça permet d'apporter premièrement de la rapidité. Au départ, je l'ai fait pour moi, pour m'aider à aller un peu plus vite sur mes chirurgies. Et puis ensuite, un meilleur contrôle, puisque l'instrument est régulier, contrairement au bord ulnaire de la main, qui est totalement irrégulier. Et ça permet de se faire un petit peu moins mal au bloc opératoire quand on a beaucoup de chirurgie dans la même journée. Alors voici une vidéo en paire opératoire. Donc on a d'abord réalisé une lipoaspiration, une liposculpture, et ensuite on a augmenté le volume des grands droits. Donc dans chaque métamère, on a mis entre 60 et 80 cc de la graisse du patient sous échographie. C'est une technique moderne en chirurgie de la silhouette qui existe depuis 5 ans maintenant, qui a été développée par le docteur Maurizio Viaro, un Brésilien. Et en fin d'intervention, on va venir ajouter ces zones d'ombre pour venir mettre en valeur chaque métamère en fait du grand droit. Donc chez l'homme sur les métamères et chez la femme sur les lignes semi-lunaires et la linéa alba. Donc la petite dépression que vous voyez en centre, elle vient d'être créée par le sculptor. Puis les dépressions latérales, c'est exactement la même façon de procéder.
Donc chez l'homme et chez la femme, on a vraiment deux attentes différentes. Chez la femme, on aime bien, en tout cas en Europe et en France, les lignes discrètes, les lignes de transition entre l'ombre et la lumière qui soient progressives, qui soient pas très marquées, alors que chez l'homme, c'est un petit peu l'inverse. On va chercher des reliefs beaucoup plus escarpés, des lignes d'ombre un peu plus profondes, et on va travailler les groupes musculaires de manière, on va dire, totale. On va considérer que le tronc est une unité anatomique à part entière, et donc on va travailler sur les épaules, sur les pectoraux, sur les grands droits, mais aussi sur les muscles érecteurs du rachis. Alors chez la femme, voici le type de résultat que l'on peut avoir au bout de 6 mois, 1 an, à gauche avant et puis à droite l'après. Et on voit bien qu'avec ce clair-obscur, on met en évidence l'anatomie naturelle, on la révèle simplement en enlevant de manière sélective la graisse par endroits. Ce qui est très difficile à faire en liposculpture, c'est de conserver le dynamisme de l'apparence. Il faut absolument qu'au mouvement, il n'y ait pas de traces de la chirurgie et qu'on n'ait pas ces irrégularités de surface qui peuvent survenir, qui sont parfois pas visibles au repos, mais qui sont visibles au mouvement, soit à la respiration, soit à la contraction. Chez l'homme, on a une définition, vous voyez, qui est beaucoup plus marquée. On va aller chercher une définition musculaire beaucoup plus importante. Chez la femme, on ne le fait pas, en tout cas pas en France et très peu en Europe, parce que ça masculinise la silhouette d'avoir cette définition importante qui n'est retrouvée finalement que chez les bodybuilders professionnels. Donc ça a un impact important sur les patients hein, en termes de confiance en soi, en termes d'estime de soi, et c'est pour ça que beaucoup plus d'hommes ont recours à cette chirurgie à l'heure actuelle. Un autre patient qui est à peu près à 1 an post-opératoire, donc il n'y a pas de cicatrice visible hein, à l'aide du Sculptor, ça je l'ai pas dit, mais ça permet en fait d'éviter de faire ce que faisait Henri Mens à l'époque, c'est-à-dire de faire des incisions étagées en regard de chaque métamère. Donc on arrive à masquer les incisions en passant par l'ombilic, par l'aréole, hein, vous voyez, on voit pas de cicatrice sur l'abdomen, tout est masqué et tout est caché au niveau soit des plis naturels, soit des zones anatomiques qui sont des zones de transition en termes de couleur. Alors, chez un homme un peu plus âgé, d'une cinquantaine d'années, 55 ans, je crois, donc on voit qu'à la contraction, à la respiration, on a un aspect naturel et on n'a pas de cicatrice visible. Ici, on a utilisé le Sculptor sur les érecteurs du rachis pour créer cette dépression, hein, cette succession de vallées et puis de creux. Et voici ce que ça donne à la contraction, au mouvement. On l'utilise aussi sur les obliques, hein, et puis on peut même l'utiliser sur le serratus, juste en dessous de l'aisselle, pour donner ces petites dépressions que vous voyez qui sont assez naturelles. Là, on a combiné avec la technique dont je vous parlais tout à l'heure, le U-graft, qui est la technique inventée par ce Brésilien, Dr Viaro. Donc, l'injection autologue de graisse sous contrôle échographique dans chaque métamère du grand droit, donc 40 cc dans les métamères supérieures, 60 cc dans les métamères centraux, puis 80 cc de lipofilling dans les métamères inférieures. Donc c'est très important de remettre en question un petit peu ce qu'on fait en lipo-aspiration. Tous les 10 ans, il y a des innovations, qu'elles soient sur le plan technique ou technologique. Et ça vient souvent d'une frustration. C'est-à-dire que ma frustration, ça a été vraiment la douleur au passage de la canule. Ça a été aussi le temps qu'il faut pour créer ces reliefs et également la nécessité de faire des incisions là où on n'a pas forcément envie d'en faire. Donc de cette frustration, disons que j'ai essayé de trouver une solution pour éviter des cicatrices visibles et puis avoir quelque chose qui soit plus reproductible et surtout plus rapide. Et j'ai eu l'honneur de présenter cet instrument au premier congrès chirurgical qui a eu lieu à la Tour Eiffel il y a 2 jours. Et merci encore pour votre attention. Oui, je vous remercie pour cette excellente présentation. D'abord, personnellement, j'ai beaucoup appris positivement et je suis plein de complexes au vu de ces images magnifiques. Et je ne chercherai pas d'ailleurs à leur ressembler, vous voyez, malgré votre sympathie. Bon, est-ce que vous avez des questions? Oui, Madame la Présidente, qui nous fait l'honneur d'être là. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une petite question en cas de modification du poids, soit un grand amaigrissement,
ou l'inverse, une prise de poids. Quelle est l'évolution de cette sculpture que vous faites? C'est une excellente question. Alors, ça a été un débat pendant une quinzaine d'années. Tout le monde se posait la question comment ça évolue, comment ça va se transformer avec le vieillissement cutané déjà, les variations de poids, les grossesses potentielles. Et c'est pour ça qu'on est passé de ce qu'on appelle dans notre jargon de plasticien de la liposculpture à la liposculpture 2.0. Donc avant, ce qu'on faisait pour augmenter un petit peu les reliefs et les zones d'ombre et de creux, c'est qu'on laissait une couche de graisse superficielle assez importante. Et là, en cas d'augmentation du poids, ça donnait un aspect pas très naturel. Toujours un peu mieux que l'aspect dont on partait au départ, mais ça a été un des grands écueils au départ de la liposculpture. Et depuis l'avènement de l'échographie en chirurgie plastique et des augmentations des volumes musculaires, on n'a plus du tout ce problème, parce qu'en fait, vous allez complètement supprimer la couche profonde et affiner au maximum la couche superficielle, ce qui ne laisse plus trop de place pour les prises de poids. Alors bien sûr, il y a la sélection du patient qui est extrêmement importante, mais ce qu'on va injecter dans le muscle, à 80% va se résorber, il va rester les cellules souches et les facteurs de croissance. Et les études montrent qu'il y a une hypertrophie musculaire, une conversion des cellules souches graisseuses en cellules musculaires, et donc du coup les variations de poids n'ont plus d'effet, n'ont plus d'impact. Mais ça, ce n'est vrai que depuis 5 ans. Par le passé, on avait des gros problèmes lorsque les patients étaient mal sélectionnés à cause de ces variations de poids. Oui, Oui, merci beaucoup. Une très belle présentation. C'est l'intérêt aussi de ces journées, hein. On passe du cancer bronchique, ganglion sentinelle, à donc cette présentation qui est très intéressante, en particulier pour des chirurgiens qui sont pas du tout plasticiens ou esthétiques. Juste sur en fait, quand on connaît pas du tout le domaine, ce qui nous surprend le plus, c'est le maintien dans le temps finalement de cette sculpture. Et donc là, vous avez montré des exemples à 1 an. Jusqu'à 2 ans, oui. Et c'est jusqu'à 2 ans, on Oui. a un maintien de cette... Alors. Comment on l'explique? Parce que quand on voit la régénération, par exemple, graisseuse, on a du mal à penser qu'il y a que le geste. Est-ce que ces patients, ou enfin, en l'occurrence, ces personnes que vous avez montrées, font autre chose en plus ou pour maintenir, ou est-ce que c'est... Alors, très bonne question. Mes collègues américains et d'Amérique du Sud sont, disons, beaucoup plus agressifs dans leur prise en charge de leur patientèle. Donc, ils vont les mettre sous testostérone, sur certaines hormonothérapies. En France, c'est très peu usité. Donc, la clé, c'est vraiment la sélection du patient. Le mindset du patient, son engagement à avoir une bonne hygiène de vie. Clairement, moi je leur dis, vous n'êtes pas là pour que je vous fasse maigrir, c'est d'abord vous adopter une bonne hygiène de vie, parce que vous n'êtes pas malade, hein, c'est une chirurgie de confort, et ensuite je vous opère. Donc parfois, il y a un refus, parce que tout simplement le patient n'est pas engagé, on n'opère pas les fumeurs, on n'opère pas les gens en surpoids, donc il y a une sélection des patients qui est vraiment la clé si vous voulez maintenir le résultat sur le long terme. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en sélectionnant ces patients-là, les résultats sont mieux à 2 ans qu'à 1 an. Parce qu'il va y avoir un double effet. Le premier effet, c'est que vous allez réduire la masse graisseuse totale, donc métaboliquement, il y a un impact. Donc en général, ils perdent du poids. Et psychologiquement, il y a un impact énorme parce qu'il y a un changement d'identité. Ils ne se voient plus comme des personnes avec des excédents graisseux et un peu molles, un peu flasques par endroits, mais comme des gens qui ont un très joli corps. Et donc ça va les motiver à faire beaucoup plus de sport. Et en général, les résultats s'améliorent avec le temps. J'ai juste une autre question et après j'ai terminé. Merci pour aussi cette finalement référence à votre père parce que je trouve que c'est assez beau comme présentation. Justement, ce prototype, donc il est breveté, j'imagine. Il est breveté, il est déposé dans 200 pays si ma mémoire est bonne, et il est utilisé sur les 4 continents pour l'instant. Et votre étude de marché, donc il a commencé à être vendu, c'est ça? Oui. Et ça marche? J'ai pas le temps de m'en occuper, c'est ça le problème. Non, mais c'est-à-dire, il a été vendu à combien d'exemplaires? J'ai dû en vendre une bonne vingtaine, là. Une bonne vingtaine. Depuis, et vous pensez l'étude de marché, à mon avis, elle est énorme, en fait. Le marché est assez important. On est 50 000 chirurgiens plasticiens dans le monde. 45% d'entre eux font du body contouring de manière, on va dire, régulière. Donc, il y a un marché de 20 000 personnes facilement, ouais. Il faut du temps et on est chirurgien, donc on n'a pas le temps de s'en occuper. Alors, oui, je n'aurais pas de questions sur votre système, enfin que j'apparente un peu à un dé à coudre. Quoi. Vous avez réinventé le dé à coudre
pour votre chirurgie, ça vous protège les doigts quand vous faites Exactement, ouais, c'est assez simple. Oui, je comprends très bien. Alors moi, il y a une question quand même bon, plus fondamentale ou basique ou philosophique. Moi, je suis orthopédiste. Bon, quand on opère des gens, on leur demande de nous dire comment ça va. Voilà. Donc, il y a des critères extrêmement précis auxquels ils doivent répondre après plusieurs années. Alors moi, je me demande dans votre chirurgie-là, euh, comment vous faites? Est-ce que ils doivent répondre sur des questionnaires d'estime de soi? Je me sens mieux dans ma peau, j'arrive à draguer, enfin, je ne sais pas, il y a des tas de critères comme ça. Super question, Est-ce que ouais. c'est au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout de Ouais. 10 ans? Et est-ce que vous avez résolu le problème à la fin ou bien est-ce que vous avez des échecs? Bon, finalement, ça n'a rien changé. Quand je me regarde dans une glace, je suis mieux. Mais c'est tout, quoi. Voilà, bon, je sais pas. Alors, enfin, on sort un peu de votre Oui, présentation bien sûr. même. Alors, c'est une question très intéressante. On a une échelle qui est remplie online par les patients le jour de la consultation et 6 mois, un an après, qui vont mesurer l'estime de soi, la qualité de vie, la vie sexuelle, l'habillage. Il y a une dizaine de critères et la quasi-totalité des patients, je pense qu'on est à 95%, sont à peu près à 100% en post-opératoire à 6 mois ou à un an sur tous ces critères et ils démarrent entre 20 et 30% pour la plupart. Donc effectivement, en termes de qualité de vie, c'est un game changer. Et j'ai la chance d'avoir opéré beaucoup de copains plasticiens qui du coup me font des confidences. Et effectivement, dans leur vie quotidienne, c'est très différent. Moi, j'ai trouvé très intéressant votre présentation. Vraiment, c'est quelque chose d'assez nouveau. Alors, je pense que vous avez dit qu'on pouvait, sur son téléphone portable, choisir son chirurgien. Je pense que les influenceurs ont un rôle énorme dans les indications et tout. Et vous arrivez à suivre, à dominer un peu ça, ou bien ça explose. C'est hors de notre contrôle en fait. C'est-à-dire que bon, le Conseil de l'ordre est très clair hein, sur ce qu'on peut faire ou pas. On peut pas faire appel aux influenceurs pour promouvoir notre chirurgie, c'est pas éthique. Mais effectivement, vous avez tout sur le marché et parfois n'importe quoi, mais on n'a pas de contrôle dessus. C'est-à-dire que sur Internet, tout le monde peut s'exprimer. Donc c'est un petit peu ça le problème, hein. Moi, j'ai deux Alors, petites questions rapides. Est-ce que vous avez des cytostéatonécroses et comment vous les Alors, gérez? en intramusculaire, il y en a très probablement. À ma connaissance, il y a très peu d'infections dans les sites d'injection intramusculaire, en tout cas sur les études de Maurizio Viaro, on doit être à moins de 2% d'infection. Je ne parlais pas de l'infection, hein, juste de la cytostatonécrose. Oui, alors on perd à peu près 40 à 50% de la graisse injectée. En intramusculaire, elle est résorbée totalement par le muscle. Et les études en IRM à un an montrent deux choses, une augmentation de 25% de l'épaisseur du muscle et une intégration de la graisse dans le muscle. Moi, je parlais de ces nodules un peu calcifiés qu'on a parfois chez certains patients qui viennent après ce type de technique et qui Dans sont le sein, gênés oui. par ces nodules ou inquiets en Mm. se disant il m'arrive quelque chose, il y a une petite tumeur qui pousse. Mm. Comment vous les gérez quand vous en avez? Dans le sein, on en a. Moi, je fais pas de Oui. lipofilling mammaire, mais en intramusculaire, en fait, on en a quasiment jamais. Je pense que c'est lié à la nature du tissu qui est beaucoup plus vascularisé. Ça peut se trouver dans la fesse parce qu'on n'injecte pas dans le muscle dans la fesse, mais en général, les nodules sont tellement petits par rapport au volume dans lequel ils se trouvent que les patients s'en plaignent quasiment jamais. Et s'ils s'en plaignent, bah, à ce moment-là, il faut les ponctionner ou il faut essayer de les supprimer d'une façon ou d'une autre avec une grosse canule pour les aspirer, quoi. Et ma deuxième question, un peu plus philosophique, la mode, c'est ce qui se démode. Donc, comment vous voyez la suite? Parce que nous, on l'a vu pour le sein, les variations demandées par les patientes n'ont pas arrêté de changer hein, au fur et à mesure des années. Vers quoi on tend là maintenant dans la mode? C'est quoi? Mais c'est ce Les que j'ai quelques cité. années qui vont venir? C'est ce que j'ai cité au début. Actuellement, en chirurgie de la silhouette, la chirurgie qui a la plus forte croissance, c'est la chirurgie des côtes. Donc, je suis honoré que le docteur Manzanella, qui est le créateur de la technique, ait accepté que Paris soit la première ville européenne pour former des chirurgiens à la chirurgie des côtes. Et ça a totalement changé le paysage, en fait, en chirurgie de la silhouette. Parce qu'avant, on connaissait les techniques de costectomie, qui sont délabrantes, qui laissent des cicatrices, qui entraînent une perte de la fonction aussi, un petit peu. Et avec cette technique sans cicatrice, sans incision et sans retrait de la côte, on a tous les avantages sans inconvénients, quoi. Mais ça, c'est du maintenant. Mais je parlais pour l'avenir. Vous avez une idée des demandes futures? Vers quoi on tend? C'est quoi un peu la tendance? En France, je dirais que la tendance est restée la même ces 20 dernières années. Du naturel, du discret, quelque chose d'élégant. Au Brésil,
Dans les pays d'Afrique du Nord, c'est une tendance qui est complètement différente. En Asie, c'est pareil, on veut des choses très discrètes, très peu de volume, très peu de courbes. C'est vraiment culture dépendant. Donc les évolutions ne seront pas les mêmes en fonction des zones géographiques. Merci beaucoup. Merci.